Product Clap saison 2, Discovery. Salut Teddy. Salut Xav. Super, alors là on est en compagnie de deux pointures du design de la Discovery, Rémi et Thomas. Salut les gars. Salut. Hello, merci pour l'accueil. Ah bah écoute, grand plaisir de vous accueillir tous les deux aujourd'hui pour le lancement de la saison 2, là ici, avec Xav. Il fait un petit peu chaud. Ouais, c'est vrai qu'on est on tourne en mois de juin. Et, à Bordeaux. Ouais, c'est ça. Non, on est en plein cœur de l'île, mais par contre, du coup, bah, ouais, il fait chaud et c'est la première fois de l'année, donc franchement, on va pas se plaindre. Mais il y a des fois où on va s'essuyer un petit peu le front, quoi. Voilà. Des chants contre chants. Est-ce que vous pouvez vous présenter les gars? Tom, qui es-tu? Que fais-tu? Oui, tout à fait. Donc, moi, je travaille donc Thomas Caliman. Je m'occupe de tout le département UX, design, UX research et du design system du groupe ADO. Donc, je ne sais pas si vous voulez que j'évoque là ce qu'est le groupe ADO, si on y revient un petit peu plus tard. Mais, comme tu souhaites. Ouais, rapidement, le groupe ADO, c'est un groupe du nord de la France, international, qui a plusieurs enseignes phares, notamment Leroy Merlin, Bricoman, Weldom. On a pas mal d'enseignes comme ça dans le DIY, le do-it-yourself, donc bricolage, décoration. On est présent dans de nombreux pays, sur 3 continents. On a à peu près 500 millions de clients, enfin d'utilisateurs, de clients du coup. C'est majorité, ce sont des clients. Et ensuite, pour parler plus digital, on couvre plus de 200 produits digitaux aujourd'hui à l'échelle du groupe pour tout type d'utilisateurs. Donc peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Ok, donc là il y a des grosses problématiques de design à l'échelle, sûrement. Absolument. Teasing. Ça va être intéressant. Du coup, moi, c'est Rémi Guyot. Je travaille pour une société que j'ai créée qui s'appelle Discovery Discipline, qui vient, le mot, en fait, le nom, ça vient d'un livre qui s'appelle Discovery Discipline. Et donc, c'est une entreprise qu'on a créée avec Tristan Charvilla, qui est le co-auteur du livre. Et le cœur de notre activité, c'est d'aider des organisations à être meilleures sur le sujet de la Product Discovery. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait à temps plein aujourd'hui. Et voilà, donc ravi d'être là pour parler de ces sujets-là. Super, merci. On va peut-être commencer avec une première question pour nos auditeurs et auditrices. Rémi, est-ce que tu pourrais nous définir qu'est-ce que la Discovery? On va beaucoup utiliser ce mot pendant cette heure. Est-ce que tu pourrais nous décrire? Alors, je pense que la manière la plus courante de définir la Discovery, ça serait des activités qui visent à découvrir des nouveaux problèmes utilisateurs. Et bien, cette définition-là, je suis en désaccord complet avec. En fait, je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est ça ce que tout le monde projette derrière ce mot-là de Discovery. Et plus le temps passe, plus je crois que cette définition est au cœur de pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, on n'a pas le temps, etc. Donc on en parlera peut-être plus longuement, mais je pense que moi j'ai une définition de la Discovery qui est beaucoup plus large que ça. Et qui, en deux mots pour moi, c'est si la partie delivery, c'est le moment où on va mettre quelque chose en prod, on va le mettre à disposition des utilisateurs. La discovery, c'est ce qui se passe avant. Et donc, des fois, c'est pas des activités qu'on doit mener, c'est juste qu'on a des décisions à prendre. Des fois, c'est pas des problèmes qu'on doit clarifier, c'est juste trouver des meilleures solutions. Parfois, c'est pas du tout la partie utilisateur qui est problématique, mais c'est des fois la dimension business ou légale, etc. Et puis, il y a plein de fois, on cherche pas du tout à découvrir des nouvelles choses. On cherche à exécuter à la perfection ce qu'on a déjà sur la table, quoi. Donc, on en parlera peut-être plus longuement, mais en tout cas, voilà. Moi, la discovery, j'ai une vue assez large de ça, et c'est beaucoup plus que faire des interviews utilisateurs. Voilà, en deux mots. Juste pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, effectivement, ce sont des méthodologies, etc. Moi, avant tout, j'y vois plutôt un mindset. Un mindset exploratoire, mais surtout, on va parler d'un groupe comme ADO, ou même, moi, j'étais chez Amazon avant, et aussi chez Amazon avant. C'est comment est-ce qu'on garantit que ce qui va être délivré à la fin répond réellement à un problème utilisateur. On est facilement dans des structures qui sont peut-être assez moyennement matures sur la discovery. On est très très vite dans la solution. Et dire qu'on fait de la discovery ou vouloir faire de la discovery, c'est un peu obliger le groupe, l'entreprise à se poser les bonnes questions en amont et pas tout de suite arriver avec une solution. Pas tout de suite dire c'est le concurrent qui l'a fait, il faut absolument qu'on le fasse, ou le boss a dit qu'il fallait le faire, il faut le faire. Donc c'est une façon de penser, avant même d'être une méthodologie. Ok, parfait. Super. Et toi, Thomas, dans un groupe comme ADO, c'est une pratique qui est utilisée? Enfin, c'est un ensemble de pratiques ou pas forcément, comme disait Rémi? Pour répondre à ta question sur
Comment est-ce qu'on fait de la discovery à grande échelle ou qu'est-ce que la discovery à grande échelle? Alors, c'est une question extrêmement vaste. Alors, je le disais, effectivement, c'est un mindset d'abord. Et ensuite, ça passe par un ensemble de choses à faire pour pouvoir faire cette discovery à l'échelle. Tout d'abord, la discovery, ça nous oblige, nous, en tant que groupe, à connaître nos utilisateurs. Alors, ça peut paraître bête comme ça de dire, est-ce qu'on connaît nos utilisateurs? Évidemment qu'on les connaît, tous ceux qui font du produit connaissent leurs users, mais là, on parle de dizaines de produits qui ont des fronts, et c'est pas forcément toujours évident que les équipes produits disent « Ah, je sais exactement qui est mon utilisateur sur ce produit. » Surtout que nous, on va travailler sur des clients, mais aussi sur des métiers. Oui. Et ces métiers, en fonction des pays, en fonction même de certains magasins, parce qu'on va dire que notre plus gros asset, c'est le magasin chez Leroy Merlin, et ben parfois, ce même métier, il est très différent d'un magasin à l'autre ou d'un pays à l'autre. Oui, pour le changement, pour l'aspect culturel de chaque pays, pour plein d'événements, d'environnement, en fait, l'environnement des utilisateurs eux-mêmes. Exactement, l'environnement, et même des fois, tu as des contraintes de moyens. C'est-à-dire que demain, tu as un métier qui, j'en sais rien, tu as un métier qui va s'occuper d'organiser le rayon, d'autres de faire de la vente. Et ben, pour un magasin ou un pays qui n'a pas forcément tous ces moyens-là, ce même métier, il va faire les deux. Donc, ça veut dire qu'il va avoir deux gestes métiers au sein même de la même personne. Donc, est-ce qu'on le traite comme un personnage, est-ce qu'on le traite comme un process métier? C'est un peu différent. D'accord. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, alors je pourrais aller très très loin sur ta question. Ensuite, si tu veux, la façon dont on aborde le sujet, donc c'est un sujet mindset, avant d'être un sujet de méthodo, parce que le risque qu'on peut avoir, c'est d'imposer la méthodo à chacune des équipes produits, et du coup d'un peu scléroser notre organisation en fait. Ouais. Et pour en avoir déjà parlé avec Rémi, c'est pas forcément la chose la plus intéressante à faire ou la plus intelligente, parce que ça peut vraiment nous faire ralentir. Par contre, ce qui est important, c'est de se dire, on peut se mettre d'accord sur une qualité de livrable. Parce que peu importe la maturité de nos équipes ou ce qu'on va délivrer, on doit délivrer de la qualité. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et en fait, donc, à partir de cette qualité de livrable, on peut faire une forme de rétro-engineering sur se dire « Ah, mais en fait, du coup, le process devrait être fait comme ça, le livrable devrait être ce livrable-là, telles équipes impliquées, etc. etc. » Puis après, je pourrais dérouler encore plus. Mais du coup, est-ce que tu fais de l'évangélisation, du coup, au-delà d'une méthode donnée, du coup, puisque tu dis, effectivement, il faut onboarder tout le monde avec une méthode, mais c'est compliqué. Du coup, tu parles de mindset avant. Rémi, tu disais que c'était un mindset aussi. Du coup, est-ce que tu fais ça, tu évangélises dans le groupe vraiment toutes ces méthodes? Ouais. Alors oui, effectivement. Donc moi j'ai une très très grosse équipe. Donc chaque équipe va travailler sur des domaines spécifiques, le client, le commerce, le supplier, etc. Donc c'est le rôle de chacun des UX designers, des lead UX ou des head of UX d'évangéliser sur pourquoi est-ce que la discovery c'est quelque chose d'important, pourquoi il faut être très user-centrique. Exactement. Ouais. Et donc j'ai une question aussi peut-être pour Rémi, tu vas pouvoir rebondir, pour tous les deux. Souvent on peut être drivé par les délais, on a souvent une date, on doit quand même délivrer finalement dans les grosses structures. Je vais prendre ADO par exemple, il y en a X. Quand vous avez un designer, un UX researcher, un product manager qui vient et qui dit bah ouais mais non forcément, j'ai pas le temps, j'ai pas forcément de cadre, je le fais comme ça rapidement, mais non, là on doit délivrer, j'ai des sprints, j'ai une roadmap. Quel conseil vous pouvez apporter au product manager? Je crois que quand Thomas il parle de livrables avec un certain niveau de qualité, qui sert presque de point de départ à tout le reste, pour moi c'est ça la solution. En fait, je crois que quand on se dit on n'a pas le temps, c'est peut-être que des fois en fait on n'est pas du tout clair de là où est-ce qu'on cherche à arriver. Donc parfois le côté j'ai pas le temps, donc il faut que je travaille, mais en fait de travailler énormément sans cadre, ça c'est une bonne manière de perdre beaucoup de temps. Plutôt que d'avoir un tout petit peu de ralentissement au départ, juste en clarifiant avec son manager, avec ses collègues, avec des autres parties prenantes, de se dire, attendez, juste pour être clair là, ce qu'on cherche à atteindre, mettons-nous bien d'accord là-dessus, sur les attentes de chacun, le niveau de qualité, et de là doit découler le travail. Et j'ai l'impression que parfois, on peut avoir des équipes qui, parce qu'elles ont des contraintes de timing, il faut livrer quelque chose dans les temps, se mettent au travail avant d'avoir clarifié ce cadre-là. Et en vrai, le livre Discovery Discipline, je crois que je pourrais arracher 90% des pages. Celles que je garderai, c'est celles qui concernent juste des livrables très courts, très simples, qui visent à clarifier qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble. Et plus on est clair là-dessus, plus on peut aller vite, moins on perd de temps en chemin. Donc moi, c'est comme ça que je regarde.
Et même dans le livre que vous avez écrit, du coup, il y a un chapitre justement là-dessus que tu évoques. Ça s'appelle les 7 meilleures excuses pour ne pas utiliser la Discovery Discipline. Et mais du coup, tu listes des problématiques. Et la première, le numéro 1, c'est « Je n'ai pas le temps pour utiliser cette méthode ». Première excuse. Et du coup, tu y apportes une réponse parce qu'effectivement, tu as créé une méthodologie qui finalement peut s'inscrire pour tout type d'échelle de temps, de tout type d'échelle de complexité projet. Et donc finalement, c'est très flexible. Et rien de mieux que quand même, c'est ce que tu expliques du coup, et tu me dis si je dis des bêtises bien sûr, mais au minimum, même avec peu de temps, dérouler la méthode. Dérouler une première fois la méthode en entier, mais avec les petites activités, avec les petits livrables courts que tu veux, pour montrer tout de suite le bénéfice, alors même qu'on n'y a pas passé forcément beaucoup de temps, pour donner envie et commencer à progresser dans la méthode et aller plus loin. Sur ça, c'est vrai qu'on a fait l'exercice avec Rémi il y a assez peu de temps, et qu'en fait, effectivement, la méthode, on l'a déroulée en même pas une demi-journée, la moitié. Donc en fait, c'était hyper rapide de le faire. En fait, ce qui est hyper important, au-delà du temps que la discovery peut prendre, si on se met à l'échelle d'un groupe comme ADO ou un groupe un peu plus grand, en fait, la perte de temps, elle se fait rarement au niveau de la discovery. Elle se fait en général au niveau du réseau de communication qu'il y a entre les gens. Si je vous prends un exemple, vous devez développer une nouvelle feature, un nouveau produit. Le nombre d'équipes à aligner. Alors nous, en plus, on a des business units, on a des plateformes, on a un maillage matriciel comme ça hyper important. Le nombre d'équipes à aligner est en fait 90% du temps consommé sur la discovery du produit, même sur le delivery. Donc, une des étapes très importantes pour nous, c'est d'abord de se définir qui est responsable de quoi et qui va décider à quelle étape. Alors ça, c'est fondamental. Et c'est en général ce que tout le monde réclame un petit peu. C'est-à-dire que les RACI, personne n'en veut jusqu'au moment où il faut prendre une décision. Et en fait, on se rend compte que c'est une étape hyper importante. Et en plus, c'est une étape qui est assez difficile à standardiser. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se dire, là, pour ce moment de la discovery, il faut que ce soit telle personne qui valide. Et pourquoi est-ce que c'est très difficile en fait, à standardiser ? C'est parce qu'en réalité, les niveaux de maturité sur le product management ou le product design des équipes peuvent être extrêmement différents. Complètement, oui. Et comme en fait, nous, on se focalise sur la qualité du livrable, l'organisation doit découler de cette qualité. Donc si à la fin on se dit qu'au niveau du design, c'est pas le product manager qui va décider, c'est l'UX designer, on le fait parce qu'à la fin c'est la qualité qu'on veut aller chercher, c'est celle du design. Donc si jamais on arrive à faire ces bonnes étapes de la bonne manière au bon moment, on s'élimine au moins 60, 70%, 80% du temps perdu dans la discovery, juste en sachant qui fait quoi. Oui, d'accord. Okay. Pour rebondir sur ce que dit Thomas, on voit bien que les enjeux de communication, effectivement, et d'alignement. En fait, on cherche à s'aligner, et la communication, c'est le moyen de faire ça. Ça fonctionne de moins en moins au fur et à mesure qu'on grossit. Si toi, Xavier et moi, on doit s'aligner, de se parler ensemble pour se mettre d'accord, c'est raisonnable. Mais si on est 2000, juste dites « parlez-vous », ça marche pas, en fait. La quantité de temps et de lignes de communication et de risque d'incompréhension, il est immense. Et donc, moi, je crois qu'il faut chercher ce que j'appelle des référentiels communs qui vont nous permettre de nous aligner sans avoir à se parler. L'exemple le plus courant dans le design, c'est le concept d'un design system. Un design system, ça permet à 2 designers, au sein de la même organisation, de prendre des décisions qui sont cohérentes entre elles, non seulement sans se parler, mais sans potentiellement savoir le projet de l'autre et sans même savoir que l'autre personne existe. Si on s'aligne sur un design system commun, on va prendre des décisions qui sont cohérentes. Et des opportunités de créer des référentiels communs dans n'importe quelle organisation, il y en a énormément. Et on a tendance à les sous-investir. On dit oui, on va le faire rapidement. Design system, c'est peut-être un des référentiels communs les plus courants et les plus matures, mais il y en a plein d'autres. Et ça, c'est une bonne manière pour moi de se permettre d'aller vite, tout en prenant des décisions de qualité. Parce que quand on récupère un composant d'un design system, en réalité, on bénéficie de tout le travail de qualité qui a été fait, plutôt que soi-même être la personne qui a besoin de mettre la barre à ce niveau-là. On récupère en fait toute l'expertise d'autres personnes qui ont travaillé dessus, en s'alignant en plus avec toutes les autres personnes qui vont utiliser le même composant. Ça, c'est un bon exemple de travail qu'on peut faire dans la discovery, en termes de, par exemple, un autre référentiel commun. Ça pourrait être, est-ce qu'on a, tu le disais, est-ce qu'on a un référentiel de
qui sont nos utilisateurs, comment est-ce qu'on les définit, comment est-ce qu'on les découpe. Si chacun réinvente un peu à sa sauce la manière dont on les définit, la probabilité que quand on fait des projets, l'expérience utilisateur de bout en bout va être cohérente, elle est très très difficile. Quoi. J'ai mille et une questions. J'ai mille et une questions derrière. Tu voulais peut-être rebondir c'est vrai que la notion des référentiels, c'est un sujet central. Donc nous, le design system, effectivement, c'est un produit très mature, qu'on a vachement inner-sourcé en plus. Donc concrètement, il y a beaucoup de contributeurs. L'équipe même cœur du design system, elle n'est pas très grande. Mais le mindset autour est tellement fort que globalement, le produit est très très mature. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après des référentiels comme ça, on peut en avoir énormément, donc il faut arriver à bien les cadrer. Typiquement, ne serait-ce que parler le même langage. Un produit, qu'est-ce qu'un produit ? Qu'est-ce qu'un utilisateur ? Qu'est-ce qu'un client ? Etc. Donc ça, c'est un vrai référentiel. Où est-ce qu'on centralise cette donnée ? Ça en est un autre. Et surtout, c'est qui anime ces référentiels. Parce qu'un référentiel, le meilleur moyen qu'il disparaisse, c'est qu'il ne soit jamais animé, et à la fin... les gens vont repartir un peu dans leur travers, etc. Et donc, est-ce que chez ADO, vous avez atteint ce stade de créer des référentiels sur la discovery ? Parce que c'est pas aussi palpable qu'un design system. Comme on l'a dit, ça peut être contextuel à chaque équipe avec la maturité. Donc déjà, il faut une couche de mindset. Et ensuite, est-ce que vous avez pu déjà créer quelques référentiels ou est-ce que vous êtes en cours ? Alors, j'ai envie de dire, ça va dépendre du type de référentiel, de la maturité. Donc, design system, c'est un très bon référentiel. Peut-être le meilleur qu'on ait. Ensuite, si on commence à descendre un petit peu dans le process sur des référentiels de research, par exemple, comment est-ce qu'on sait que la bonne research a été faite au bon moment ? Est-ce que c'est centralisé dans un document ou pas ? Est-ce qu'on doit avoir un insight repository ? Exactement, un insight repository hub ou pas ? Alors, je sais que Rémi a quelques idées sur ce sujet-là. Moi, je pense que ça a un intérêt d'animation. Est-ce que ça a un intérêt d'usage réel derrière ? Peut-être pas. Ou peut-être que oui, ou à voir. Mais d'usage, tu veux dire quoi, du coup vraiment d'utilisabilité de la matière. En gros, c'est de se dire, si jamais tu prends ton process de research, à la fin, tu as des insights, etc., que tu vas mettre dans une espèce de petite plateforme où tout le monde va pouvoir venir piocher à l'intérieur. Je pense que ça permet d'obliger un peu une discipline dans la research et dans la discovery, en tout cas au début. Mais est-ce qu'à la fin, c'est vraiment... utilisé comme le grand hub, tout le monde vient dès qu'il a une question, attends, je vais d'abord aller voir dans le hub. Je pense que c'est moins vrai. Plus compliqué, Plus compliqué. J'avais essayé de le faire chez Amazon et au final, à la fin, c'est pas vraiment utilisé parce que chacun est un peu particulier et tout le monde a envie de repartir avec son bâton d'explorateur, refaire le truc. D'accord. Bah oui, en fait, ça demande, comme tu dis, beaucoup de discipline et des habitudes. Or, les habitudes sont les plus compliquées à faire changer pour les personnes. Donc, forcément, méthode de travail, comme l'évangélisation de la discovery, elle se passe essentiellement au niveau des designers, UX, UI, UX writer, etc. Les PM aussi, mine de rien, sont largement impliqués. Mais après, pour le reste de la ramification de l'ensemble des équipes, là, c'est beaucoup plus compliqué. Or, en fait, il y a énormément d'informations de discovery qui sont remontées par les équipes, par les autres personnes de la société. Donc, effectivement, les onboarder sur une même méthodologie commune, dans le même hub, repository, et ça paraît très compliqué, quoi. Peut-être pour l'alignement, parce que pour travailler ensemble chez Kiabi, chez Noroto, l'écosystème qu'on connaît un petit peu, sur le design system, souvent, il y a une ou deux personnes qui vont le maintenir, qui vont être un petit peu le garant de cet inner sourcing. Par contre, on va dire sur le cadre de Discovery, sur l'évangélisation, hormis le head of design ou la personne en charge, on va dire, du design pour animer, mais c'est souvent de l'animation, on va dire, un peu plus managériale et non pas opérationnelle. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques sur ça ? Alors, pour moi, c'est fondamental que tu parles de ça parce que je crois qu'on regarde beaucoup les enjeux de discovery à un niveau très opérationnel. Et je crois que c'est pas forcément la partie la plus facile, mais en tous les cas, au moins la moitié des enjeux, ils sont à niveau organisationnel. Donc là, quand on parle par exemple de référentiel commun, clairement, les enjeux, ils sont à un niveau organisationnel. Tous les freins que tu décrivais, Teddy, on les résout à un niveau organisationnel. Et je crois que, par exemple, en vrai, les sujets de rôle et des responsabilités, c'est des enjeux organisationnels. De savoir sur les critères de succès sur lesquels on s'aligne sur un projet et quel est le lien entre notre projet et peut-être les objectifs du trimestre ou la stratégie de l'entreprise ou la vision qu'on a, tout ça, c'est des dimensions organisationnelles. Et donc, je crois que un manager qui a l'impression que la pratique de la discovery dans son équipe n'est pas d'assez bon niveau,
le réflexe que le manager va avoir, ça va être de se dire, bon, il faut que mes équipes se forment à la discovery, en pensant à des enjeux très opérationnels. Ah tiens, en fait, il faut qu'ils posent des questions moins biaisées aux utilisateurs. Je crois que c'est anecdotique, ce genre de pratique. En tout cas, si le manager et ses pairs, eux, ne changent pas de manière de travailler à un niveau organisationnel, il ne va pas se passer grand-chose. Ouais. Donc, par exemple, si tu as toutes les équipes qui sont devenues très très fortes en termes de pratique au quotidien de la discovery, mais qu'à l'échelon du dessus, les managers ne se parlent pas, n'ont pas des référentiels communs, passent leur temps à réinventer la roue et dire ouais mais c'est un peu différent, nous on va le pitcher un peu différemment, en vrai l'impact en termes de discovery il va être très très faible. C'est ça le grand problème. Et souvent on a tendance à mettre peut-être des KPI, à mettre peut-être de la mesure pour venir un petit peu mesurer. Alors, c'est ridicule, je pense qu'on est sur le même point de vue, mais mesurer un petit peu peut-être cette discovery, mais comme on l'a dit, c'est palpable d'un pays à l'autre, d'une équipe à l'autre. Si tu es sur un bout de la chaîne de création de valeur ici, tu n'as peut-être pas forcément, c'est peut-être ultra tech. Enfin, c'est vrai. Ça peut être des risques ou des biais qu'on peut vite mettre en place parce que plus on a de designers, plus on a d'équipes, plus on a de produits, plus on veut tendre vers cette uniformisation, et là ça peut être un risque. Et en même temps, si on fait pas forcément ça, c'est compliqué d'aligner aussi, on va dire, l'étage au-dessus organisationnel. Mais tu vois, pour rebondir sur ce truc-là, c'est vrai que c'est un point hyper intéressant. En fait, la mesure, elle a un intérêt. Alors, soit elle va avoir un intérêt très stratégique dans l'entreprise parce qu'elle est tout de suite corrélée aux enjeux business, donc en fait, c'est quelque chose qu'il faut absolument traquer. Soit elle a un vrai intérêt d'animation des équipes. On s'aligne tous autour d'un KPI commun. Je vais prendre un exemple qui va nous parler à tous, c'est le NPS. On va dire qu'en gros, le NPS, c'est enjeu d'entreprise. Alors, pour ADO, comme pour plein de boîtes. Il y a plein de boîtes qui mettent en avant leur NPS, c'est hyper important. NPS aussi, ça. Ouais, NPS, c'est ça. C'est souvent même juste NPS. Ouais. Alors que le NPS, en soi, on peut tous le remettre en question à plein de niveaux. C'est un KPI qui a été inventé il y a quelques temps par Bain et qui vaut ce qu'il vaut, qui est intéressant et tout. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'au moins, il aligne tout le monde. Il a une compréhension, il induit une compréhension commune pour l'ensemble des équipes. Le business le comprend, le product le comprend, même la tech le comprend. Donc à la fin, c'est de se dire, OK, on sait qu'on a un KPI d'enjeu de satisfaction utilisateur ou de recommandation. Du coup, on va tous s'animer, on lui met une pige, on va dire que 35 par exemple, NPS 35, c'est la pige qu'il faut atteindre. Qu'elle soit logique ou pas logique, ou réaliste ou pas réaliste, peu importe. Au moins, ça drive un peu les équipes vers quelque chose. Donc là-dessus, ça a un vrai intérêt. Et ensuite, donc voilà, donc, sur cette partie-là. Là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand, par exemple, en fonction des pays, qu'on va mesurer tel ou tel KPI de satisfaction. Je vais vous prendre par exemple le Brésil et la France. Le NPS va être toujours plus élevé en Amérique du Sud qu'en Europe parce qu'ils ont une appétence très forte pour donner leur avis sur des sujets et souvent un avis qui est assez positif. Là où en France, on a culturellement, je dirais pas tendance à se plaindre, mais tendance à un peu remettre en question. Donc ça veut dire qu'il faut l'analyser de manière assez réaliste. Nous, l'angle qu'on va prendre, comme je disais, je reviens sur la qualité du livrable, c'est toujours un peu le même sujet. On ne cherche pas à être les meilleurs du monde partout. C'est pas hyper logique. Il y a des pure players qui sont meilleurs que nous dans le e-commerce ou peut-être certains qui sont meilleurs dans le retail, qu'on connaît quand même assez bon dans le retail en vrai. Mais c'est de se dire, à minima, on veut une expérience plancher. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller en dessous de ça. On va dire NPS 35, c'est ça, 81, on a plein de trucs comme ça dont je pourrais parler. Mais partant de ça, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer au-dessus, quelque part, c'est cool si ça va au-dessus, mais le minimum, c'est le plancher. On sait que là-dessous, on ne peut pas y aller parce que là, par contre, on commence à devenir vraiment trop mauvais. Et c'est une North Star un peu inversée. Tu inverses la North Star, en fait. Exactement, tu inverses le truc en disant, il y a un truc qu'on ne peut pas descendre en dessous. Par contre, n'hésitez pas à aller plus loin, mais ne faites pas non plus de surqualité parce faut gérer quand même notre capacitif. Donc, est-ce qu'on va mettre de l'effort? Là, on est déjà extrêmement bon. C'est une question qu'on peut se poser. Ok. Et juste, cet exemple-là, pour moi, c'est un super exemple de une équipe ou une entreprise qui n'a pas ce niveau de clarté-là. Le travail de discovery, il peut déjà parfois être en interne de clarifier exactement ce que tu viens de dire. Cette histoire de niveau plancher, il y a plein d'entreprises qui n'ont pas clarifié est-ce que oui ou non, ça c'est un sujet. En effet, elles ont plutôt tendance à définir une sorte d'ambition un peu maxi, presque inatteignable, etc. C'est un mindset très très différent de se dire nous, on a plutôt un niveau plancher au-dessus duquel on veut être en permanence.
Mais sauf que si ça, c'est pas accepté par tout le monde, si tout le monde n'est pas aligné là-dessus, tu vas en avoir certains qui vont se dire non, en fait, moi, je cherche des idées complètement incroyables. L'autre qui va avoir cette idée de niveau plancher. Et la quantité de dents perdues, elle va être autour de cette absence d'alignement sur certains fondamentaux. Donc en fait, c'est pas tant le point de vue de est-ce que le niveau plancher ou un niveau plafond, c'est les bons, c'est à un moment, on tranche, et puis on s'aligne là-dessus. C'est là où on va gagner plein de temps. La quantité de travail qui est fait... En fait, je crois que la quantité de perte de temps, il y avait une part de communication, dont tu parlais Thomas, et il y a une quantité de choses qui sont faites avec une absence d'alignement total. Et en fait, c'est juste du gâchis. C'est juste du travail qui sert à rien parce qu'on n'a pas pris le temps de se mettre d'accord sur un peu les grandes règles du jeu. Quoi. Dans Discovery Discipline, tu as un livrable qui s'appelle le Project Ambition. Je parle avec l'accent anglais californien surtout. C'est parfait. J'ai reconnu la cote. Donc le Project Ambition, c'est un livrable dont il y a 3 éléments de contrôle que tu mets dedans, le Success Criteria, le Damage Control et le Time Box. Et effectivement, tu le fais à l'échelle d'un projet, tu le fais à l'échelle de la construction produit, donc dans la discovery produit, mais un petit peu comme moi je l'ai senti, le discovery discipline, ça à toute échelle. En fait, finalement, j'ai envie de dire, pour pouvoir onboarder vraiment tout le monde, tous les gens sur les mêmes ambitions et les aligner, je pense que c'est un livrable qui est intéressant à générer pour plusieurs problématiques différentes, et de le partager. Et comme tu dis beaucoup dans le bouquin, plus important, c'est des livrables synthétiques, cartographiques, très visuels, qui synthétisent les choses et qui se propagent à tout le monde. Est-ce que le Project Ambition permettrait, est une forme de solution, pourrait permettre ça? Juste pour comprendre le bouquin. Le bouquin, c'est un peu la loi de Darwin. C'est-à-dire, grosso modo, avec Tristan, on travaille depuis une vingtaine d'années, la grande majorité ensemble, et on a testé des millions de trucs dont l'immense majorité ne marche pas. Ce qu'il y a dans le bouquin, c'est juste les survivants. C'est juste les trucs, on s'est rendu compte, tiens, il a survécu une fois, tiens, on va le réutiliser. Et en fait, à chaque fois, ça apporte de la valeur. Mais c'est 1% de ce qu'on teste. On teste beaucoup de choses qui sont des mauvaises idées et qui ne marchent pas. Ça marche incroyablement loin. Cette semaine, j'étais en train de faire du coaching avec une entreprise. Par rapport à... donc, c'est une entreprise assez grosse. Ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité. Donc pour un produit numérique, pour un produit place, numérique, etc. Et donc, une nouvelle fonctionnalité pour améliorer l'expérience. Ok. Taux d'adoption autour de 40%. C'est bien ou c'est pas bien? J'en sais rien si c'est bien, c'est pas bien. Ouais, il faut avoir un référentiel. En fait, c'est ça, il faut le comparer. Quel est le départ En fait, c'est là où tu te dis, ah non, mais on était super clair, on avait défini notre critère de succès, c'était l'adoption. Mais du coup, 40%, c'est bien ou c'est pas bien? Il se trouve que dans leur cas, 40%, c'était très décevant. Mais je sais pas si pour autant c'était clair avant. C'était quoi le niveau qui aurait été bien? En fait, ils se sont rendus compte là que 40%, non, ils s'attendaient plutôt, leur objectif, c'était plutôt autour de 80% d'adoption de cette nouvelle fonctionnalité. Et personne ne le savait au moment de la mise en place. En tout cas, c'est sûr que c'est pas du tout pareil de dire, tiens, on fait une fonctionnalité dont on vise 80% ou plus d'adoption, ou si on veut une fonctionnalité où 40% c'est bien. Mais c'est potentiellement, déjà, la même idée peut être bonne ou mauvaise en fonction de ça. Donc c'est bien la preuve que juste s'aligner sur... par exemple, une métrique, sans être clair sur le niveau d'ambition de cette métrique-là, en fait, on s'aligne sur rien du tout. Et donc, c'était vraiment intéressant. Là, c'était dans la V2 de cette fonctionnalité-là. Et là, le truc, c'est qu'ils avaient... En fait, ils se disaient, mais en fait, on a 2 grandes métriques qu'on cherche à optimiser. Et plus on discutait, plus on se rendait compte que optimiser l'une allait se faire au détriment de l'autre, forcément. Si tu améliores l'une, tu casses l'autre. Si tu améliores l'autre, tu casses la première. Et en fait, tant qu'ils n'étaient pas sortis de « on optimise les deux », ils avaient que des idées un petit peu molles qui sortaient, des idées qui, en vrai, ne faisaient pas grand-chose ni à l'une ni à l'autre. Alors que dès qu'on dit « attendez, juste, on oublie la métrique d'engagement et on se concentre sur l'adoption, ça nous permet d'aller où ?» Et là, des idées incroyables qui sortent, mais qui avaient des inconvénients sur l'engagement. Et là, d'un seul coup, c'était ça la bonne discussion. En fait, en se disant, dans les leviers qu'on a, au fond, si on peut aller à fond sur l'adoption au détriment de l'engagement ou l'inverse, on préfère quoi? Ça, c'est exactement le genre de conversation. Si tu ne l'as pas, tu vas perdre énormément de temps, soit en discutant de milliers d'idées qui seraient peut-être intéressantes, soit en sortant ce qui va être à chaque fois le dénominateur commun. Donc en fait,
très très peu de choses, très peu intéressantes, qui ont très peu d'impact. Ouais, parce que les gens se brident en fait automatiquement s'ils sortent pas de ce point de vue. Bah, en fait, oui, ou alors. On va dire que ce livrable Project Ambition ou Product Ambition, Côte Est, là. Hein J'ai vu l'accent côte Est. Ambition, ouais, Est de la France pour le coup. Du coup, ce livrable-là, nous, dans tout le process qu'on va avoir de discovery, delivery management, même portfolio management par la suite, nous, c'est un livrable. Alors, il n'est pas exactement formulé de la même manière, mais concrètement, c'est un peu la même chose. Ouais. C'est de se dire, dans notre process de demande, il y a un demandeur qui va demander soit la création d'un produit, soit l'amélioration d'un produit existant, ou peu importe, création de nouvelles features. C'est un livrable clé pour commencer à prioriser nos roadmaps. C'est-à-dire, en fait, OK, alors, toi, tu demandes telle chose au produit, quelle valeur tu vas aller chercher avec ça, ça oblige à poser les bonnes questions. Donc, en général, il se passe deux choses à ce moment-là. Soit la personne a compris l'intérêt de ce livrable, va un peu le forcer en disant « Ah, ben, je vais chercher des millions d'euros avec ça, c'est hyper important et tout, il faut absolument le prioriser. » Et des fois, c'est vrai. Soit elle le sait pas, et du coup, on l'aide un petit peu à mieux qualifier le sujet, notamment avec des méthodos qu'on peut avoir ici. Je pense que c'est une très bonne première étape, mais après, moi, ce que j'essaie de demander plus souvent, c'est de se dire « Mais rappelle-toi, il y a 2 ans, tu nous as demandé d'aller chercher telle valeur avec telle feature, etc. Ouais. Est-ce que... au niveau de performance qu'on attend maintenant là-dessus, est-ce qu'il faut reboucler, faire de l'amélioration continue ? Qui est souvent laissé de côté. Déjà, là, ce que tu disais tout à l'heure avec les 40%, bah, tu la mesures déjà. Déjà, faut la mesurer. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Et ça, si vous imaginez une entreprise comme ADO, Amazon, des trucs très très grands, on gère des centaines d'EPIC, énormément d'initiatives, on demande énormément d'investissement à l'entreprise pour tout ça. Donc il doit y avoir un niveau d'engagement commun sur pourquoi est-ce que je dois mettre du capacitif sur ça. Donc je trouve qu'il y a un enjeu peut-être dont on parle pas forcément là, mais c'est de se dire qu'il y a un enjeu de crédibilité et de fiabilité. C'est-à-dire que je m'engage à bien remplir, à bien faire le process. Du coup, ça me donne de la crédibilité vis-à-vis de mes autres stakeholders. Et le plus important, c'est la relation de confiance qu'il y a entre chaque personne dans l'entreprise. Enfin, je pense que le livrable induit une notion c'est un contrat de confiance entre chaque personne. Ouais. Je voulais reprendre le coach avec la casquette de coach. Quand tu arrives dans une équipe, est-ce que tu fais une sorte de petit audit, une sorte d'assessment quand tu es dans une équipe opérationnelle, tu viens checker certaines choses, ou alors non, tu te places directement au niveau de l'organisation parce que tu sais que c'est là qu'il faut taper, ou est-ce que tu peux aussi descendre opérationnellement dans des équipes, et si oui, qu'est-ce que tu viens vérifier au fait? Si jamais on te demande, ta mission, ton mandat, c'est est-ce qu'ils font de la discovery? Un petit peu bête, mais... Ça dépend... Moi, le sujet, est-ce que je vais parler opérationnel ou organisationnel, ça va dépendre de la personne qui est en face. Ouais. Donc, si la personne en face, elle n'a aucune capacité d'influence sur les discussions organisationnelles, on ne va pas parler organisationnel, on va parler opérationnel. Donc là, la discussion que j'avais l'autre jour, souvent quand je fais du coaching, ça va être clairement un mandat qui peut énormément varier. Donc des fois, c'est clairement, tiens, il y a une équipe qui est en train de travailler sur un projet, ils sont en train de buter sur... une étape en particulière, et on va essayer de les aider, de le débloquer. 90% de la valeur que moi j'apporte personnellement, c'est de poser des questions de base. Poser des questions. C'est vraiment... Je ne fais que ça. Et alors déjà parce que je ne peux pas avoir la science infuse dans tous les domaines d'activité de toutes les boîtes qu'on accompagne. Donc par définition, on est toujours face à des personnes qui sont largement plus experts que nous sur notre domaine. Nous, ce qu'on apporte, c'est presque l'inverse en fait. C'est une sorte de naïveté de dire, ok, vous m'avez donné tout le contexte qui a l'air bigrement complexe, et je ne rejette pas du tout cette complexité-là, mais c'est probable qu'il va falloir à un moment prendre des décisions qui vont vous forcer un peu à clarifier des choses de base. Donc là, on a parlé de quelle est l'ambition qu'on cherche à avoir, mais parfois c'est lié à quel est le problème utilisateur, ou quelle est l'histoire qu'on a envie de raconter à la personne qu'on cherche à convaincre, etc. Et donc, 90% de la valeur, elle est juste de poser des questions de base qui, en réalité, n'ont pas été tranchées par l'équipe. Et c'est fou à quel point poser ces questions-là, ça génère souvent un petit silence, parce qu'on se dit, on devrait avoir la réponse à la question, mais en fait, on se rend compte qu'on a parlé pendant très longtemps, mais on l'a toujours pas, la réponse à la question de base. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est à quel point on se rend compte, quand on le fait ensemble, que si effectivement on tranche ce point-là, il y a plein de choses qui vont se libérer derrière. Donc moi, le grand du travail, c'est ça. Dans un rôle de coach,
c'est de ne pas essayer d'apporter la réponse, de ne pas essayer d'être plus malin que les autres, etc. Parce qu'en fait, c'est fou à quel point je vois des quantités de gens avec un talent incroyable. Bon, je ne crois pas qu'on manque de talent, là, mais alors, ce qu'on manque, c'est un petit peu de rigueur, en fait. C'est un petit peu de rigueur de est-ce qu'on est clair sur tel sujet ? Et si on ne l'est pas, c'est là-dessus qu'il faut qu'on passe du temps. Parce qu'en fait, tellement de choses vont découler ensuite. Donc, voilà. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, quand on parle de discovery, pourquoi moi je dis que c'était vraiment un mindset avant tout ? C'est qu'en fait, la discovery, ça peut s'appliquer à du design d'organisation. Ouais. C'est qu'en fait, on se dit, là, on le voit vraiment sur la partie produit, mais mes équipes, moi-même ou mes managers, quand on passe à une nouvelle organisation, on se demande, mais déjà, pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Quels vont être les critères de succès de cette nouvelle organisation ? En fait, on pourrait presque dérouler la méthodo, méthodo de A à Z. Complètement. Donc en fait, c'est hyper utile dans plein de cas de figure, au-delà du produit, quoi. Ouais, c'est vraiment du macroscopique au microscopique. Vraiment, c'est ultra flexible la méthodo ici. Moi, ça me fait penser, j'ai utilisé pendant des années, j'utilise encore évidemment toute la méthode sprint de Jack Knapp, du coup, qui a quand même révolutionné pas mal l'approche de la conception de produit en soi. Et en fait, on découvre, au-delà de la méthode donnée dans le bouquin, que en fait, tu peux appliquer les mêmes étapes de manière très macroscopique pour la génération d'idées, pour à l'échelle d'une fonctionnalité ultra précise dans ton application, ou à l'échelle de l'organisation de l'entreprise elle-même, en fait. Et Discovery Discipline, ça fait partie aussi de ces boîtes à outils qui ont cette flexibilité-là de se positionner à une échelle très macro ou très micro, sans problème, en fait. Mais ça, c'est fort quand même. Ça, c'est fort. Mais tu vois, tu parles de design sprint ou même Discovery Discipline ou d'autres. Moi, ce qu'on essaie de faire avec les équipes, c'est de pas trop s'attacher à une méthode. Si jamais je prends le design sprint, par exemple, qui est très timé, avec des étapes très précises, avec un temps donné sur une semaine, etc., voire 2 semaines, pour certains sujets. C'est ça. C'est hyper bien parce que c'est hyper précis. Mais le risque, c'est qu'ils se sont dit, si jamais j'ai pas 2 semaines, en fait, je la fais pas. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'en plus, comment je le précisais pas dans ce que je viens de dire là, mais en fait, c'est l'une des premières choses que j'ai cassées de la méthode sprint, c'est en fait d'enlever les barrières qui étaient induites par l'aspect très procédural de la méthode. Et en fait, en cassant ces barrières, mais en réutilisant vraiment tous les outils de chacune des étapes, en fait, mais ça demande un peu du coup de la pratique, de l'expérience et de voir ce qui va, ce qui marche pas, faire des itérations, mais tout comme la méthodo l'indique en fait. Et je pense que quand on maîtrise un peu l'outillage, après en fait, c'est malléable, on l'utilise comme on a envie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille passer par cette étape-là, comme à l'époque ADO a pu le faire ou d'autres grands groupes, il y avait beaucoup on va former les équipes à l'agilité, alors que c'était un mindset à la base. Puis finalement, on va faire du Scrum, énormément de choses. Il y a eu des plans de formation à l'échelle. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'on est à l'ère là des plans de formation un peu plus design à l'échelle ou méthodologique est-ce que ça peut arriver, ça, dans les entreprises que vous accompagnez, où vous êtes ? Oui, je pense que ce qui est intéressant avec les méthodologies, c'est qu'en gros, ça donne un cap. En fait, on se dit, voilà, on veut atteindre ce niveau de méthodologie, ce niveau de qualité. Donc, en gros, on va former les équipes sur une méthode en particulier. Et ça a beaucoup de vertus d'accélération. Effectivement, à la fin, au milieu, qu'on arrive à un niveau de maturité un peu médian, on peut se dire, bon, reposons-nous sur notre contexte réel, nos livrables réels, ce qu'on veut faire, quelle est notre ambition business, c'est est-ce qu'on adapte un peu la méthodologie en fonction de notre contexte. Je prends un exemple hyper concret qui en ce moment qui doit toucher beaucoup d'entreprises. Le marché va pas très bien. En général, tout le monde galère un petit peu, il n'y a plus trop d'argent sur le marché. Et il y a 2 choses qui en pâtissent énormément, c'est la discovery et c'est la communication, c'est la pub en gros. Donc toute la question est de se dire comment est-ce que dans le mindset des dirigeants qui voulaient être à fond dans la discovery avant parce qu'on avait le temps et les moyens, se disent maintenant attends, on arrête un petit peu, faut qu'on délivre de la valeur maintenant. Mais ça veut dire que du coup qu'ils ont même s'ils avaient donc du coup les ressources et qu'ils ont mis en place, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris vraiment l'importance de cette partie-là. C'est un peu le risque de la double phase de la maturité médiane. C'est de se dire, attends, on peut vite, attendez, on va un peu réduire la disco parce que clairement, il faut qu'on délivre. C'est là où c'est intéressant, pour aussi en avoir discuté avec Rémi plusieurs fois, c'est de se dire, la discovery ne prend pas forcément beaucoup de temps. Donc il faut arriver à repartir avec notre bâton d'évangélisateur et dire, non, mais attendez, c'est pas...
La discovery ne prend pas de temps, ne donne pas plus de moyens. Au contraire, va nous permettre de préparer des impacts potentiellement négatifs sur ce qu'on va délivrer. En fait, du coup, si je résume un peu, il faut peut-être même passer du temps à s'attacher à décorréler la discovery, notamment discovery discipline, ou en tout cas la méthode. En fait, que tout le monde comprend que c'est une méthode, d'en réalité, l'état d'esprit plus général, en fait. C'est peut-être ça qu'il faut s'attarder à faire. Je pose la question ouverte. Oui. Le truc qui m'intrigue beaucoup, moi, sur les sujets d'état d'esprit, parce que je suis entièrement d'accord qu'au fond, à la fin, ce n'est qu'un état d'esprit, c'est qu'en fait, un état d'esprit, la question, c'est comment tu changes un état d'esprit. Et je crois que tu le changes par la pratique. Par la pratique, effectivement. Je suis peut-être le plus vieux là dans la pièce. Donc, moi, quand j'étais petit, j'ai vu un film qui s'appelle Karate Kid. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On l'a vu, Et donc, dans Karate Kid, de mémoire, je ne l'ai pas revu depuis que j'étais petit, mais il y a une scène qui est intéressante. Donc, c'est un jeune adolescent qui veut apprendre à faire du karaté. Et donc, il va voir le maître, qui est un peu un gars isolé dans le village. Et donc, il veut qu'il l'aide à devenir un champion de karaté. Et le maître, en grosso modo, lui dit oui, pas de problème, mais enfin, t'es gentil, tu vas commencer par aller repeindre la barrière de mon jardin. Et le petit garçon, il comprend pas. Enfin, il dit non, mais moi, je veux faire du karaté, je veux pas. Bon, puis il finit par le faire. Et en fait, dans le film, ce qu'on voit, c'est que en faisant ce travail qui n'a l'air d'avoir rien à voir avec le karaté, il est en train, avec son poignet, puisqu'il est en train de peindre des barreaux, il est en train, en fait, d'acquérir un geste qui va lui servir après, qui va être un geste de karaté, de défense, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, quand on dit en fait, il faut adopter le mindset, il faut adopter un état d'esprit, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, on se dit soit on l'a, soit on l'a pas. Et si tu l'as pas, tu fais quoi ? Et parfois, je crois que tu as besoin de pratiquer pour que c'est la pratique qui te donne le mindset. Moi, ce que j'adore dans Design Sprint, c'est que tu es capable d'emmener des gens dans l'approche, des gens qui n'ont pas spécialement l'état d'esprit, mais la pratique les met dedans. L'inconvénient de Design Sprint, c'est que des sprints d'une semaine, tu vas pas faire ça tout le temps, tous tes projets. C'est pas possible. Enfin, des sprints toutes les semaines, c'est un peu épuisant. Et donc, c'est là où nous, Discovery Discipline, nous, on recommande fortement de l'appliquer sur tous les projets, mais pas sous forme de sprint de 5 jours, etc. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui est défini sur combien de temps ça te prend, le niveau d'intensité, etc. Mais par contre, il faut pratiquer au quotidien. Et parfois, quand on place la Discovery presque à un niveau trop élevé, en disant non mais là ça va être pour le projet de l'année, etc. Attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Si tu t'es pas entraîné tout le reste du temps, tu vas te faire un claquage en fait. Tu vois, c'est le côté je vais courir un marathon, par contre je m'entraîne pas tous les jours. Ça va être compliqué le jour J. Donc il faut trouver qu'est-ce qui semble possible de faire au quotidien, des petits bouts de Discovery. C'est ça qui fait que tu vas devenir meilleur, c'est ça qui fait que tu vas commencer par adopter l'état d'esprit. Attendre le moment, le projet sur lesquels on t'attend, en fait, c'est presque le pire moment pour t'y mettre, parce que tu t'es pas entraîné, t'as pas forcément acquis la bonne pratique, t'as pas acquis les automatismes, t'as pas mis en place les bonnes choses. Donc moi, je pense qu'il faut dégonfler la discovery. Faut peut-être pas parler de discovery, parfois. Si c'est un mot qui génère de l'anxiété, de sentiments de gâchis, n'en parlez pas. Faites-le. Et à force, je pense que déjà à un titre personnel, puis au niveau équipe, puis au niveau organisation, il y a des choses qui vont apparaître. Tu sais, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et effectivement, ça peut être fait à toute petite échelle, toute petite équipe, avec les livrables qu'on connaît, le niveau de qualité des livrables. Et je pense qu'une fois que c'est intégré dans le mindset, il y a un truc qui est hyper important, c'est parfois d'être capable de dire là, je ne sais pas. Là, on ne s'est pas posé la question. Donc, de ne pas pré-remplir le truc rapidement pour dire non, mais c'est bon, la discovery, elle est faite. Ouais, pas remplir pour remplir. Pas remplir pour remplir, mais avoir l'honnêteté toujours intellectuelle de se dire ok, donc là, attends, ça pose une question dont je n'ai pas la réponse, donc là, je sais qu'il faut que je prenne un peu plus de temps. Ou alors, si je n'ai pas la réponse, on se met tous d'accord qu'on n'a pas la réponse on émet une hypothèse sur laquelle on va investir et se dire peut-être qu'on va se planter sur ça et qu'il fallait pas investir le bon niveau. Mais ce qui est méga important dans la maturité, pour moi, le truc, c'est la confiance et être capable de dire que là, on ne sait pas. L'humilité, finalement. Exactement, c'est l'humilité et c'est une forme d'honnêteté. Une honnêteté. C'est une forme d'honnêteté. Ok. Ouais. Et donc finalement, pour apprendre ce geste, il faut quand même un mentor, il faut quand même un sensei. Donc ça passe par une phase un petit peu de pédagogie d'entreprise, de pédagogie, d'explication. Donc il faut quand même apporter des ressources, il faut quand même qu'il y ait un référent peut-être dans l'organisation qui permet de faire ça. Ou vous standardisez ça ou non, c'est plutôt vous pensez que les bonnes personnes sont là au bon endroit et elles vont se former, solo.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Tout va dépendre dans quel besoin on a besoin d'accélérer très rapidement sur un sujet ou pas. Ça passe évidemment par les bons recrutements, les bons plans de formation, d'avoir des coachs qui sont dans certaines équipes clés pour le faire. Il y a vraiment plusieurs façons. Nous, on va dire que chez ADO, alors on a des très bons PM, on a des bonnes équipes design que je représente aujourd'hui, des product designers bien câblés, des lead UX bien câblés, globalement aident à faire grandir la maturité sur les sujets de discovery. Ouais, bien sûr. Et les bons PM qui arrivent aussi le font, les bons PO le font. Ça passe beaucoup par le change humain du coach. Il y a plein de façons de le faire. Okay. Est-ce qu'on peut résoudre vraiment tous les problèmes utilisateurs qu'on va retrouver dans Discovery sur un produit ? Hashtag question piège. En théorie, oui. En pratique, non. Voilà. Okay. En fait, le truc, c'est que c'est là où on a besoin d'être clair sur un certain nombre de choses qui fait qu'à un moment, on se dit, ça y est, on s'arrête. C'est suffisamment bien et investir plus dans tel sujet, ça ne vaudrait pas le coup. La sorte, par exemple, parmi tous les fantasmes qui me fatiguent, c'est le côté, non, nous, on ne fait pas du projet, on fait du produit parce qu'on n'a jamais fini d'itérer. J'espère bien qu'à un moment, on a fini d'itérer parce qu'on a fait un super travail sur un sujet et on l'a craqué le problème et on passe à autre chose. Ouais, s'il vous plaît. Donc en fait, donc bien sûr que oui, au bout d'un moment, le ROI de l'itération d'après n'est plus au rendez-vous. Donc c'est sûr et certain qu'il va y avoir des moments où il y a une longue liste de problèmes utilisateurs assez anecdotiques qu'on va décider de ne pas résoudre. Et où est le curseur ? Ça dépend de l'entreprise, de la taille de l'entreprise, de la barre de qualité qu'elle place. Donc il n'y a pas de réponse universelle. Mais bien sûr qu'il y a toujours... en fait, le piège du digital, c'est l'illusion justement que tu peux tout faire. Tout faire, effectivement. Et en fait, tu peux pas. Non. Tu peux pas. Il y a d'autres limites qui sont parfois plus des limites humaines, aussi bien des limites en termes de capacité. Et donc, il y a un moment, la courbe de rendement, elle s'inverse. Donc, c'est sûr et certain que il faut avoir des conversations de en fait, oui, il y a un problème là. Et le problème qui reste à résoudre, il est plus petit que si on s'attardait à un tout autre sujet. Et c'est parfaitement acceptable. Et en fait, on ne pourrait pas se permettre de itérer là-dessus sans fin. Ok. Mais tu vois, tu as raison, il y a, le piège du digital, c'est croire qu'on peut tout faire. Parfois, on peut pas, mais parfois, on veut pas aussi. Ouais. C'est-à-dire, typiquement, si demain, on devait lancer un service avec un front digital, mais derrière, qui va tirer plein de process métiers, etc., peut-être que c'est tellement éloigné de notre core business ou même de notre positionnement, notre image de marque. Il y a de la valeur, il y a de la philosophie qui entre en jeu aussi. Ah, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais te dire, ça, ce serait canon de le faire. Mais en fait, en réalité, dans notre ADN, c'est tellement éloigné où nos clients, nos utilisateurs, quand bien même ils aimeraient le service, en fait, on n'a pas envie d'aller vers ça. Qu'on induit énormément ce truc-là. Et puis, il y a aussi les pièges de faire de la tech pour faire de la tech aussi. Alors, la tech inutile. C'est une autre chose. Ah, ben, ça, c'est un vrai sujet. Mais on retrouve tout le temps. Surtout en ce moment. C'est un délire. Prenons un exemple très concret qui va parler de Discovery Discipline, le livre, et d'Amazon. Donc, le livre, aujourd'hui, il est publié via la plateforme Amazon. Et c'est incroyable de milliers des manières. Mais l'expérience de publication d'un livre sur Amazon, elle est dégueulasse. C'est vraiment nul. Enfin, alors que on rappelle quand même, Amazon, c'est le métier principal. Hein. Non, mais c'est d'abord une bibliothèque. Hein. Ce qui est fou, ce que j'adore en fait dans cet exemple-là, il y a encore quelqu'un. On a un petit groupe WhatsApp de personnes qui sont en train de travailler sur des livres qui vont publier sur le sujet. Donc on essaie de s'entraider, etc. Et il y en a qui sont en train de découvrir ça, qui sont en train de découvrir en se disant mais comment une entreprise comme Amazon, elle est capable de proposer ce genre d'expérience pour des créateurs de contenu. En fait, c'est là, c'est intéressant, c'est que si, à cette échelle-là, il y a des arbitrages qui sont évidemment faits et que peut-être que l'expérience d'achat, elle est prioritaire sur l'expérience des vendeurs, ça veut bien dire que le côté « on n'a pas le temps », c'est vrai à toutes les échelles. Donc en fait, tu es tout le temps en train d'être sous-optimal, de faire des arbitrages où tu dis est-ce que je me coupe le bras droit ou le bras gauche, c'est toujours inconfortable. Amazon, qu'est-ce qu'il y a comme entreprise dans la tech qui est plus impressionnante que ça ? Donc si au niveau d'Amazon, ils sont obligés de faire des arbitrages qui semblent incompréhensibles, imaginez l'ampleur des choix qu'on doit faire quand on a une plus petite échelle. Et moi, donc en tant qu'utilisateur de cette expérience-là, il y a un côté frustrant, mais en vrai, en tant qu'expert du métier,
mon niveau de respect, il augmente encore plus quand je les vois capables de faire ça. Ça veut dire que c'est une entreprise qui est capable de regarder le champ des possibles, qui même avec des équipes immenses se rend compte que le champ des possibles, il est plus grand que ce qu'on est capable de faire, et qui fait des choix extrêmement forts. Alors, tu es peut-être largement plus passé que quand on parlait. Ça se passe exactement comme tu es en train de le dire. C'est qu'en fait, chez Amazon, quand tu veux améliorer quelque chose ou proposer un nouveau service, tu as un énorme business case à créer avec des sponsors à trouver, etc. C'est tout un truc. Donc effectivement, l'expérience de l'auteur qui doit mettre son livre sur Amazon, en fait, il y a certainement un arbitrage à un moment donné qui a été fait, de dire non, mais on va pas mettre du gaz ici, alors qu'en fait, on doit développer une plateforme de Prime Vidéo à l'échelle, avec du contenu, et on préfère investir dans le Seigneur des Anneaux plutôt que dans ton expérience. Et c'est le cas d'un peu d'autres boîtes de la tech. Je me suis encore surpris hier sur un exemple, un truc un peu stupide. J'étais sur mon PC, je suis un peu geek, un peu gamer. J'étais sur mon PC, je devais changer les paramètres de son sur Windows. Sur Windows 11, vous avez des très beaux panneaux hyper beaux pour le faire, mais dès que vous allez creuser un peu dans les paramètres, vous vous retrouvez dans des vieux panneaux de Windows 98. C'est des anciens, bien sûr. Exactement. Donc tu vois qu'il y a un vernis qui a été fait, mais ils se sont dit, en arbitre, ce truc-là, pourquoi le refaire complètement, alors qu'en fait, il y a peut-être 1% de geeks comme moi qui va aller dessus à un moment donné. Donc ça vaut pas le coup. Le ROI est trop faible en fait pour le faire. Et c'est le cas partout. Donc, et heureusement, si jamais on investissait autant dans l'expérience de l'auteur que celui du client, peut-être que la boîte serait plus rentable demain. Et un autre exemple, parce que je crois que c'est des fois des exemples un peu extrêmes, ils nous ramènent un peu à la réalité. Il y a on voit souvent traîner un mème autour de à quel point Google, c'est un peu des bras cassés parce qu'ils ont un cimetière de produits qu'ils ont fini par abandonner. Mais moi, j'ai un respect immense pour ça. C'est fabuleux, cette capacité-là de tester des choses, de se rendre compte que ça ne marche pas et d'avoir la discipline de les tuer. Mais donc, c'est bien la preuve que quand on voit le cimetière des produits que Google a fini par abandonner, on voit bien qu'il n'y a pas d'échelle où on peut tout faire. Il n'y a pas d'échelle où on n'a pas des choix très difficiles à faire. Donc, ça, il faut se le ramener à nous. Et donc, ça veut bien dire que, bien sûr que non, on ne va pas pouvoir traiter tous les problèmes et que le degré de difficulté de ces choix-là, il est vrai à tous les niveaux. À tous les niveaux. Peut-être un dernier point sur ça, c'est capital, le fait de pouvoir tuer des projets facilement. Ça passe par des skills product management ou autres, de priorisation, mais surtout de mettre de côté son ego. Ah oui. C'est-à-dire, en fait, je pensais avoir l'idée du siècle, mais en fait, elle l'est pas, et je suis OK avec ça. C'est pas grave, mon truc, il va être tué. Je suis OK pour le dire aux équipes, c'est de la franchise managériale, c'est beaucoup. Exactement. Et ça, c'est vraiment hyper important parce qu'on part toujours un peu. Alors, c'est hyper paradoxal parce qu'on part tous sur cette idée, je lance mon produit, je suis le nouveau Steve Jobs, de toute façon, mon truc est génial, etc. Mais on oublie que même lui, en réalité, 95% de ses trucs ont été tués et que même lui avait été viré d'Apple à un moment donné. Donc, en fait, il faut absolument pas considérer l'ego comme un moteur, peut-être comme un truc un petit peu highlightant à un moment donné, mais surtout pas l'avoir parce que c'est le meilleur moyen de tuer son produit. Et tu vois, en lien, j'avais préparé une question sur... donc c'est un peu en lien, c'est-à-dire que c'est comment on fait pour convaincre d'enlever ou à minima modifier une fonctionnalité qu'on a dans notre application. On voit sur toutes les stats que ça marche pas, ou elle est vraiment pas utilisée, du coup. Sauf que on a mis du pognon là-dedans en fait. Et du coup, il y a on est passé par l'effort de recherche, de discours. On a tout bien, finalement. Attendez, on va pas l'enlever. On a mis 100K sur la table l'année dernière là-dessus. On va le laisser au moins. Comment on fait ça ? Parce que moi, en tant que designer, pour moi, c'est une hérésie de laisser des choses qu'on sait que c'est. Je suis d'accord. Et juste si je peux démarrer sur ça. En fait, ce que tu es en train de dire là, c'est un biais cognitif extrêmement fort qui s'appelle le biais des coûts irrécupérables. Je sais pas si vous parlez. C'est de se dire, je pense qu'il y a autant d'équipes produits et autant de phases où on se dit, non, mais attendez, ça fait 6 mois qu'on est là-dessus, pourquoi on est en train de le tuer ? Parce que ça délivre pas de valeur. Et ça rejoint un petit peu, alors c'est pas une question d'ego, mais c'est une question de se dire... Ouais, c'est ça, c'était en lien, mais... Exactement. Du coup, là. Et c'est en fait confondre un investissement sur quelque chose qui doit apporter de la valeur d'un investissement qui est en fait de l'argent perdu. Et par définition, quand on investit, on a perdu l'argent, c'est-à-dire qu'on a mis l'argent dans une potentielle valeur. Et donc en fait, alors ça passe par plein de trucs, donc effectivement ça passe par le côté, par l'acculturation, se dire ok, les métriques sont pas bonnes, regardez, il faut absolument qu'on le kill. Mais parfois ça passe par le côté, la perf va dire qu'on arrête d'investir, parce qu'en réalité, et les équipes doivent vivre avec. Ça passe par plein de c'est plus dur pour les équipes. Qu'est-ce que c'est Je pense que pour l'entreprise, des grosses entreprises peuvent être résilientes, et pour des équipes
J'ai travaillé c'est 2 pas ans. possible. C'est très dur. Mais Ouais, mais Accepter tu vois, ça, mais ouais. ça revient après derrière à l'état d'esprit, insuffler les choses et tout. Parce Exactement. que pour moi, en fait, même si j'ai passé en tant que designer, du coup, peut-être 3 mois sur le sujet, j'aurais aucun scrupule à retirer si en fait on voit que c'est un échec. D'ailleurs, ça veut peut-être aussi dire que ma phase de discovery n'était pas efficace. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose de non utilisé, hop, Mais je pense qu'il y a 2 choses. Moi, j'entends 2 choses. Il y a d'un côté, quand tu dis, tiens, ce qu'on a fait, c'était un échec. Mhm. Encore faut-il qu'on ait défini à l'avance Ouais. ce que c'était un échec. Ce qui était les Tu critères vois, tout d'échec. à l'heure, je dis, tiens, ça fait 40%. Ouais. Bah, si en fait, Ouais, ouais. on s'était pas mis d'accord, bah, c'est pas mal 40%. Bah oui, mais on avait dit 80. Bien sûr. Ah oui, en fait, si tout ce monde on veut faire 80 et que tu fais 40%, il y a moins de gens qui vont se dire que c'est un succès. Mais il y a quelque chose qui s'appelle l'effet Ikea. Là, je ne sais pas s'il y a de la science derrière ça, mais je vous raconte le truc. C'est l'effet Ikea, c'est grosso modo Ouais. la commode que tu as montée toi-même, Mm. tu as un attachement plus fort que celle qui a été montée par le voisin, qui a l'air un peu... elle n'est pas droite, celle du voisin. La mienne, elle est pas mal quand même. Mais le voisin, il pense pareil de la tienne. L'effet Ikea, c'est tu développes un attachement aux choses auxquelles tu as contribué plus fort. Donc pour moi, une des solutions pour atteindre cette capacité de tuer des choses dans lesquelles tu as investi, et à cause du biais des coûts irrécupérables, c'est qu'il y ait quelqu'un d'autre qui regarde ça avec une froideur que toi tu n'as pas parce qu'en fait, tu es biaisé par le fait que tu aies contribué à ça. Donc à une époque, chez Blablacar, on avait traversé une période où on s'était rendu compte qu'on avait besoin de réduire notre dette fonctionnelle. Pas notre dette technique, mais en fait, on avait un produit, on avait expérimenté plein de trucs dans tous les sens pour chercher de la croissance à tout prix. Et une partie de ces expérimentations qui n'avaient pas eu un impact très très fort était encore dans le produit. Donc on s'est dit, on va s'attaquer à ça. Mais quand on a demandé aux personnes qui avaient travaillé sur tous ces sujets de regarder la performance de ces trucs-là, elles trouvaient beaucoup de bonnes raisons de les garder. Alors que si on demandait à d'autres personnes de regarder ces mêmes fonctionnalités-là, froidement, elles disaient « Non mais attends, le truc, il y a 0,1% des gens qui l'utilisent. On peut pas dire qu'on a besoin en fait. » Donc ça, c'est une manière de le faire peut-être. C'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme à mettre en place où cette évaluation de, tiens, est-ce que le truc, il est suffisamment pertinent pour que ça existe, ça soit pas fait par quelqu'un d'autre. Ouais, ok. Top. Le temps J'ai file. une dernière Le petite temps file, question. Où là, on a monté très dur. haut, on va essayer de redescendre. On accompagne aussi beaucoup d'équipes qui n'ont pas forcément de designers dans leurs équipes. Donc finalement, c'est le PM en charge, on va dire, de l'animation de l'équipe, l'animation du budget, l'animation du delivery, du design, du discovery. Et finalement, on se retrouve vite dans l'opérationnel où le matin, tu as ton daily meeting, tu as tous tes rituels un peu plus delivery. Quels sont vos conseils pour inscrire finalement du design, de la recherche, de la discovery produit, si vous en avez? Question très générale, sans forcément d'exemple. C'est un peu tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est de se dire qu'on soit PM, développeur, peu importe qui on est, je pense, dans l'équipe produit. Ouais. D'ailleurs, on va pas trop parler des développeurs, mais je pense qu'ils ont énormément à jouer dans la discovery. C'est vrai qu'en fait, on les attache pas aux équipes de conception. Enfin, parce de qu'il y a designers, c'est une erreur c'est fondamentale. des concepteurs. Hein. Ouais, ouais. C'est des concepteurs. Et c'est de se dire, à chaque fois, c'est se reposer les bonnes questions. Qui sont mes utilisateurs? Quel problème je suis en train de résoudre, etc., etc. Et je pense que ça, c'est le rôle de n'importe qui dans l'équipe produit de le faire, surtout pas que des designers. Et ça montre un très haut niveau de maturité. C'est-à-dire que se poser les bonnes questions, en général, c'est de se dire qu'on a un niveau de maturité qui est très élevé, qu'on peut presque retirer les designers, ou pas avoir un designer derrière chaque décision, c'est un niveau de maturité. Donc, pour pas faire la promotion de ton livre, Rémi, mais concrètement, toutes les bonnes questions sont dedans. En réalité, on peut se les poser en permanence. C'est ce que je dirais. Ouais, en fait, de temps en temps, là, avec Tristan, on est sollicité par des general managers de business unit qui viennent nous voir en nous disant il y a un truc qui fonctionne pas au niveau du design. Là. La qualité de ce qui sort de design, c'est pas au niveau, je comprends pas. On avait l'impression d'avoir été chercher les meilleures personnes, on leur donne tous les moyens, et au résultat, c'est vachement décevant. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, le design, c'est le symptôme de plein de dysfonctionnements qui ont lieu ailleurs. C'est juste que dans
dans le design, c'est le moment où ça se voit. Où ça se voit. Mais c'est pas là où est le problème. Ouais. En tout cas, c'est sûrement pas là où il y a que le problème. Que le Peut-être problème. qu'il peut y avoir un problème au niveau des designers. Mais en fait, tant que t'as pas résolu les autres problèmes, en fait, les objectifs ils sont pas définis, ou ils sont contradictoires, ou les gens se parlent pas, ou ils veulent pas s'aligner, ou il y avait des choix forts à faire qui n'ont pas été tranchés. Enfin, il peut y avoir une quantité dingue de problèmes qui vont se voir au moment de la phase de design. Mais en fait, le problème, il n'est pas à résoudre à ce niveau-là. Une des raisons pour lesquelles on voit des designers qui sont frustrés par la situation organisationnelle, c'est parce que eux, au minimum de manière un peu intuitive et parfois de manière, au contraire, très consciente, se rendent compte de l'incompatibilité de toutes les choses qu'on cherche à accomplir, parce qu'ils projettent dans leur design le fait que tout ça ne fonctionne pas ensemble. Et donc, en ce moment-là, on accompagne beaucoup avec Tristan de responsables un peu généralistes, business, et on essaie de leur faire prendre conscience à quel point, oui, on peut peut-être les aider, mais en vrai, le cœur de notre intervention va probablement pas être là où ils pensent qu'il y a un problème, à savoir au niveau du design. Et d'ailleurs, il va peut-être falloir commencer à travailler à d'autres endroits, avec d'autres interlocuteurs, et avoir des discussions un peu difficiles sur, attendez, en fait, là, il y a un certain nombre de questions qui sont effectivement, comme le dit Thomas, des questions un peu de base que nous, on liste dans le livre. Et ces questions-là, une fois qu'on les adresse, ben, il est fort probable que des designers qui s'emparent de la clarté qui en découle vont être capables de faire un travail incroyable. C'est un super reminder avec la saison 1 où on dit Complètement. il faut s'aligner sur les objectifs, il faut D'abord. s'aligner sur le B.A.B.A. Dans le bouquin, tu as fait une pyramide, justement, et à un moment donné, alors je ne retrouverai pas exactement vision, où, mais de voilà, stratégie, d'abord, d'objectif. et en fait, c'est un entonnoir où à la fin, c'est juste l'étape projet, mais en fait, tout au-dessus, il y a plusieurs strates qui passent par la mission et la vision d'entreprise, avant tout, et l'alignement général des équipes. Juste pour compléter ce truc-là, il y a un écueil qui est très compliqué, c'est quand votre organisation commence à se refléter dans votre produit. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, dans votre service, on a tous des bons exemples en tête. En fait, de se mettre juste à la place de vos utilisateurs, de vos clients, ou juste de faire référence à des execs. Regarde par exemple l'expérience de la SNCF aujourd'hui, où tu as une app pour ci, une app pour ça, ta fidélité encore sur un autre truc. On sent clairement presque les silos de l'organisation dans l'expérience. Donc en fait, ça peut permettre de peut-être faire allumer une petite ampoule et dire attends, là, clairement, on est en train de créer une expérience qui nous ressemble à nous et pas du tout aux besoins de l'utilisateur. Nous, par exemple, chez ADO, de plus en plus, on essaie de mettre en place ce qu'on appelle du journey management, plutôt que d'avoir que du product. C'est-à-dire à la fin, ton product, dans quelle journée il s'inscrit, de ton client, de ton supplier. Quand tu dis journey, c'est un flow, des étapes. Exactement. Et dans un même flow, si par exemple tu prends un fournisseur qui va mettre un produit dans notre catalogue, avant, il rencontrait, alors j'aurais pu les chiffres exacts, mais entre 12 et 13 produits digitaux différents, avec une tête différente, un usage différent, des règles différentes. Là où les équipes d'une des plateformes chez nous a essayé de standardiser au maximum cette expérience, de la rendre seamless. C'est-à-dire, maintenant, c'est le produit qui doit répondre aux besoins utilisateurs, et si à la fin, il a qu'une seule expérience, on sait que c'est mieux pour lui. On le voit d'ailleurs dans nos KPI de succès. Meilleur NPS, meilleur taux de conversion, moins de temps passé, time to task plus bas. Alors qu'il fait le même geste et qu'au final c'est le même produit. Super. Et lié à ça, ce qui est extrêmement intéressant pour moi, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point cet objectif d'expérience utilisateur qui soit fluide de bout en bout, c'est parfaitement en contradiction avec... Donc ça, tout le monde se dit, bah oui, c'est génial, il faut faire ça, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est en contradiction totale avec un autre de nos mantras qui est, on veut des petites équipes méga autonomes. En fait, si tu as 12 équipes méga autonomes qui travaillent, qui contribuent à un seul et même parcours utilisateur, il va falloir choisir tes batailles. Et le sujet des référentiels communs, dont on parlait tout à l'heure, c'est au cœur de ça. Si tu as 12 designers qui utilisent tous le même design system, mais en fait qui utilisent des référentiels communs, par exemple, qui vont s'assurer que la promesse faite au client, elle va être tenue de bout en bout. Ça, tu peux pas demander à 12 équipes de communiquer pour s'aligner en permanence. Tu dis, attendez, la promesse, c'est ça. On a un référentiel commun. Et c'est sur ce référentiel-là qu'on va s'appuyer tous pour faire en sorte que ça soit cohérent de bout en bout. Top. Je pense que la boucle est bouclée. On est revenu au tout début. Alors, dans le podcast, on se fait souvent, la partie, le coin des ressources. J'aimerais bien pouvoir animer un petit peu ce coin des ressources avec votre présence.
Tu utilises beaucoup Rémi, de citations dans Discovery Discipline, j'adore ça. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est Good Artist Copy, Great Artist Steal de Pablo Picasso. Et du coup, je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce que tu as volé de si précieux dans tes expériences et que tu voudrais nous partager, qui est important. Ça peut être n'importe quel type de ressources, une personne à suivre, voilà, n'importe. J'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais je peux vous montrer un objet dans mon sac ? Carrément, vas-y. de fou. Alors, ça c'est un objet qui prend de plus en plus de place dans ma vie. Alors, est-ce que vous connaissez les stratégies obliques ? Ah non. Non, je ne connais pas les stratégies. Oh là là. T'as ça dans ton sac? Non, mais c'est... Et ça prend de plus en plus de place dans sa vie. Non, ouais. Alors, c'est... Les stratégies obliques, c'est à mi-chemin entre le processus créatif et la magie. Ok. Ok, donc je vous montre ce que c'est. C'est juste fabuleux. Donc en gros, ça a été créé par Brian Eno et Peter Schmidt. Et Brian et Peter Schmidt, c'est donc des musiciens. Ok. Et ils se sont rendus compte que régulièrement, dans leur processus de composition musicale, des fois, ils étaient bloqués. Ah, mais là, il y a un truc qui ne va pas, etc. Et ils avaient fini par développer un certain nombre d'astuces qui leur permettaient de se débloquer. Okay, et ils ont fini par productiser ces astuces-là. Et donc, grosso modo, sur chacune des cartes, vous allez voir... attends, on va prendre, voilà. Tiens, par exemple, il y a une astuce, là, il est marqué « Turn it upside down ». Okay, donc mettez le truc un peu retournez-le à l'envers. Okay, donc c'est que des trucs comme ça. Et la manière dont ça marche, non, moi je l'utilise, je l'ai fait encore ce matin, c'est quand tu es bloqué face à un problème, tu mélanges le jeu. et moi je prends 3 cartes au hasard. Okay, voilà, donc complètement au hasard. Là c'est le côté un peu magie. Et je regarde les trucs. Donc là par exemple, il y a marqué Used Unqualified People. L'autre, c'est Disconnect from Desire. Donc, Used Unqualified People, c'est utiliser des gens qui ne sont pas qualifiés. Disconnect from Desire, c'est déconnecte-toi du désir. Et le dernier, c'est Gardening, not Architecture. Donc, jardinage et non pas de l'architecture. Et bien, ce qui est absolument dingue, c'est que systématiquement... Donc, la manière dont je le fais, c'est que je me dis, tiens, c'est quoi je formule le problème. Je tire 3 cartes. Et il va y avoir la réponse à mon problème dans une des cartes. C'est golden. Et ça. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise ça ? Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ta question, mais il y a un lien. Non, mais bien sûr que si. C'est que l'idée que j'avais ce matin, c'est que je crois que j'ai envie de créer l'équivalent des stratégies obliques de Brian Eno et Peter Schmidt en m'appuyant sur toutes les sources d'inspiration qui nous animent, Tristan et moi. En vrai, tu crois qu'il y a beaucoup de citations dans le livre. Il y en a extrêmement peu qu'on a explicitées. Oui, d'accord. Mais en vrai, tout le livre, c'est des trucs qui viennent d'ailleurs. Bien sûr. Il y a un romancier français qui s'appelle Pierre Lemaitre, et donc un des prix Goncourt, etc. Et à la fin de tous ses livres, il a l'honnêteté de citer tous les auteurs qu'il a pompés. Mais sinon, en fait, il a pompé des trucs à eux, mais après, dans le livre, c'est pas dit Émile Zola avait dit ça. Tu vois, il utilise le truc, et donc lui, il a juste l'honnêteté de dire toutes les sources d'inspiration. Et un des regrets qu'on a par rapport au livre, c'est qu'on a essayé de citer à la fin plein de gens qui nous ont inspirés. Mais en vrai, c'est 1/10 ou 1/100. Bien sûr. Et nous, on est en permanence en train de s'abreuver de gens qui sont dans notre domaine d'activité, mais en vrai, la majorité de nos sources d'inspiration, elle dépasse largement ça. Bien sûr. Et donc, je crois que j'aurais envie de créer quelque chose comme ça pour que j'ai cet objet customisé avec nos mentors. À la fin, dans Discovery Discipline, du coup, il y a rendre au César. Tu cites, vous citez tout le monde. On avait en ouvrage, on avait le Design Sprint, on a Discovery Discipline. Bien sûr. Le futur, les stratégies. Stratégie oblique, c'est un objet incroyable. Ok. Stratégie oblique à tester. Thomas, t'as un livre, un ouvrage, une ressource à partager ? Je vais avoir quelque chose qui n'a rien à voir. Ah, vas-y. Alors, j'ai rien dans mon sac. Elle n'est pas prévue. En fait, moi, depuis que je suis petit, je suis assez passionné par un événement qui a ensuite devenu un film. Ce qu'on connaît tous, c'est Apollo 13. Ok. On sait tous ce qui s'est passé.
quand la cabine explose à moitié, etc. Et je trouve qu'il se passe un moment là-dedans, et il y a une phrase qui s'appelle Gene Kranz. Gene Kranz, c'est le chef de mission d'Apollo 13, à Houston, dans son grand amphithéâtre avec tous ses experts, qui lui est expert dans rien, mais qui est capable d'orchestrer tout le monde. Ouais. Et donc, à un moment donné, quand il y a ce problème qui arrive, qui explose, et il faut les faire revenir les astronautes sur Terre, il va avoir les responsables de chacun des trucs, dont un des responsables de la conception de la capsule, qui s'appelle le LEM. Oui, le LEM, la capsule. Et donc, ils ont une stratégie hyper physique et mathématique pour la faire revenir sur Terre. Et le concepteur du LEM lui dit, mais le LEM, il n'a jamais été conçu pour faire ça. Et Gene Kranz lui dit, mais je me fiche de pourquoi les choses ont été conçues, c'est ce qu'elles peuvent faire qui m'intéresse. Oui. Et donc après, ils se mettent dans une phase de discovery ultra rapide. Et pour le coup, là, si jamais Discovery échoue, on est sur un problème, on va pas itérer par la suite, quoi. Et donc il leur dit, maintenant, vu qu'ils vont manquer d'oxygène, vous devez faire rentrer un objet rond dans un trou carré, et vous avez 2 heures pour le faire. Et je trouve ce moment hyper incroyable parce que, alors, au-delà du fait que c'est en fait une méthode de product management ultra rapide pour le faire, mais c'est surtout le côté. Moi, j'aime bien bosser dans la pression. J'aime beaucoup les momentum et les moments où c'est le moment en fait où il faut y aller. Et là, on a le truc, on va tous le tacler ensemble. J'aime beaucoup cette dynamique de groupe qui se fait. Donc voilà, ce serait ma ressource que j'utiliserais. Tu penses que travailler dans l'urgence ou sous une certaine pression permet de finalement débrider certaines idées, certains. Je sais pas si c'est la meilleure manière de le faire. Ouais. Mais je crois qu'en fait les process ne fonctionnent que s'il y a un enjeu. S'il y a un enjeu. D'accord. Et le côté le time to market, aller chercher de la croissance quelque part, le faire vite parce qu'il y a un concurrent qui sort un truc, c'est une émulation que je trouve intéressante. Après, peut-être que ça me concerne comment. Les gens, il y a certaines personnes qui détestent travailler sous pression, mais la bonne pression, je la trouve toujours un petit peu. Oui, parce que pression, c'est souvent négatif, connoté négatif, mais il peut y avoir certaines bonnes pressions. Moi, ce que j'entends dans cet exemple-là, c'est travailler sous contrainte. Il peut y avoir là, il y a une contrainte de temps, mais il n'y a pas qu'une contrainte de temps, il y a des contraintes t'as à disposition que ça pour résoudre le problème. Et je crois que ça, c'est intéressant par rapport aux discussions dont on parle, c'est plutôt que de repousser les contraintes, faisons comme si on pouvait tout faire, il faut au contraire aller chercher ces contraintes-là. C'est quoi toutes les contraintes qu'on a ? Allez, maintenant on a un problème à résoudre avec ça. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus stimulant et beaucoup plus réaliste aussi. Et là, c'est pas vrai que tu as besoin dans ce cas-là de tant de temps que ça. Tu as passé un petit peu de temps à clarifier, à aller chercher toutes ces contraintes-là. Et après, des solutions, il ne va pas y en avoir 50 000. Hein, tu vois, on le voit dans le film. Il n'y en a qu'une. C'est comme dans Avengers, il reste qu'un seul truc. Une possibilité parmi tant. Super. Et les gars, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Thomas, on peut te retrouver sur LinkedIn ? Sur LinkedIn, oui, tout à fait. Après, voilà, je ne suis pas aussi présent que Rémi sur les réseaux, mais globalement, sur LinkedIn, venez chez ADO, prendre un café. Tu seras là pour les accueillir. On a des bureaux à Paris, évidemment, pour accueillir n'importe qui serait curieux du groupe ou curieux de comment est-ce qu'on travaille dans le groupe, ou même venir nous apporter quelque chose. Ça sera toujours hyper intéressant. Top, superbe. LinkedIn, c'est parfait. Et sinon, discovery-discipline.com, ça marche aussi. Ça marche aussi. Super. Encore merci pour toute la valeur de l'échange, toute la valeur apportée. C'était top. Merci infiniment, Thomas. Merci infiniment, Rémi. C'est super intéressant de vous avoir aujourd'hui sur le podcast. C'était vraiment super riche. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.